Je voudrais parler, oui, en effet, du commun, de ce que c'est que le commun, la coexistence, mais sous l'angle de la politique ou du politique, je dirais, de la politique plutôt, parce que l'usage des alternatifs ou dialectiques éventuellement du masculin et du féminin, usage que j'ai beaucoup pratiqué il y a longtemps, avec d'autres, me paraît au fond maintenant plutôt dangereux. Et en tout cas très peu assuré. Et peut-être qu'il est intéressant de partir de là. Hein, parce que quand les Français se sont mis à employer le masculin, le politique, qui aujourd'hui est absolument répandu dans les journaux, peut-être certains d'entre vous se demandent pourquoi je fais un sort particulier à ça, parce que aujourd'hui, dans les journaux, on dit le politique, dire la politique, c'est tout. Donc, évidemment, ce masculin est complètement, devient tendanciellement indifférencié de la politique. Pas toujours, pourtant, parce que je vous ferai remarquer qu'on ne dira jamais le politique quand on veut désigner la politique, la chose en question, de façon critique ou péjorative. À ce moment-là, c'est tout de suite la politique, éventuellement affectée de cette étrange épithète tautologique qui est la politique politicienne. C'est quand même très étrange, la politique politicienne. C'est quoi? C'est la politique qui fait de la politique. Et pourquoi est-ce que faire de la politique est mauvais? Mais donc, si on revient un peu en arrière, disons dans les années 70, 80, il est apparu à ce moment-là que le recours au masculin, qui n'était pas tout à fait nouveau, mais enfin le masculin, le politique en français avait jusque-là toujours désigné plutôt l'homme politique, et non pas l'essence du politique, si vous voulez. Je pense d'ailleurs que ce masculin a été peu ou prou dérivé du neutre allemand, das Politische, en particulier dans son usage majeur par Carl Schmitt, dans le Begriff des Politischen. Ou alors il s'agit bien de l'essence, si vous voulez, pas quel autre mot employer, l'essence, ou comme disait Schmitt, le concept même de la chose dite politique. Et avec d'autres, j'ai presque beaucoup contribué à l'usage de ce masculin, voulant désigner derrière, au-delà, en deçà, les deux à la fois, bien entendu, de la politique, c'est-à-dire de la pratique des actions politiques déterminées, construites et agies selon des visées, des programmes, etc., déterminés, je l'ai désigné donc une instance, ou si vous voulez, une instance en soi fondamentale. Essence alors ou instance de quoi? Eh bien, au fond, j'allais dire tendanciellement, mais à l'époque dont je parle, c'était même pas tendanciel, c'est presque donné comme ça, et qui était la même chose que l'être en commun, que la détermination de l'existence comme coexistence, si vous voulez, comme existence commune. Donc, le politique, c'est l'existence commune. Donc aussi la prise en charge de l'existence commune. Et il suffit d'un petit pas de plus pour, si vous voulez, en venir à demander l'existence commune. Est-ce que c'est une existence distincte de l'existence
ou d'une existence éventuellement non commune. C'est-à-dire quoi? Privée, particulière, individuelle, isolée, singulière. Au fond, je crois qu'il faut dire quelque chose de très simple. Par ce masculin du politique, on rejoignait, à ce moment-là, pas du tout par hasard, historiquement, on rejoignait une région où quelque chose commençait à être très sérieusement en déshérence, c'est-à-dire abandonné, sans héritage visible. Quelle était cette chose? Cette chose, c'est ce que nommait le mot communisme. Le mot communisme, mot quand même déjà très ancien, mot bien antérieur à Marx, hein. On peut dire bien antérieur, bien que ça, au fond, que ce soit jamais peut-être qu'une cinquantaine d'années, mais bon. Le communisme avait désigné quoi? Il avait désigné, je crois, deux choses qui n'avaient pas cessé de diverger, diverger au point, je dirais, de ne plus avoir aucun rapport l'une avec l'autre. Il avait désigné un mouvement et une révolution et l'installation d'une organisation politique entièrement neuve, différente à la face du monde, mais dans laquelle il était très vite, alors je laisse là toute discussion, là, très vite ou bien de manière congénitale, bon, peu importe, il était arrivé tout autre chose que ce que portait d'un autre côté, de l'autre côté divergent, le mot de communisme, à savoir, disons, le désir de trouver ou de retrouver, ou les deux à la fois, retrouver et trouver une modalité et une qualité d'expérience de l'être ensemble, de la communauté, qui soit, la communauté, je prends ce mot je suis là pour faire vite, hein, qui soit différente, distincte d'une manière ou d'une autre du seul rapport dénommé par le mot société. C'est-à-dire, pour prendre ce mot, par exemple, dans sa définition hegelienne, du rapport en extériorité des membres d'un groupe. Du rapport en extériorité, c'est-à-dire du rapport donc de la gestion, de l'équilibrage des intérêts, des forces, etc., tout étant pensé à partir des atomes, que ces atomes soient individuels au sens de la personne individuelle ou qu'ils soient des individualités même micro-collectives, des groupes, des familles, ben, peu importe. Communisme, je crois, porter ça. Et n'a pas cessé de le porter. Communisme portait encore une fois, je dis le désir, parce que je crois que ça ne se dit bien qu'avec ce mot-là. Désir qui, bien entendu, après s'est développé comme volonté, comme engagement d'une action, d'une lutte pour faire advenir, justement, le communisme. Mais c'est-à-dire pour faire advenir ou encore une fois réadvenir quelque chose dont je pense que l'Europe, pas seulement du XVIIIe siècle, puisque c'est à la fin du XVIIIe siècle au fond, que le mot de communisme pour la première fois apparaît, chez Rétif de la Bretonne, c'est accidentel, mais ce qui n'est pas accidentel, c'est que c'est à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans le temps de Rousseau. C'est pas du tout un mot de Rousseau, mais on peut relire le contrat social à la lumière, comme ça, une idée du communisme. Bon, dans un moment
où je dirais l'Europe commençait à éprouver une déliaison, je dirais pas sociale, mais plutôt une déliaison dont la société, la socialité moderne, c'est-à-dire une socialité qui commençait à ne plus être religieuse, qui commençait à ne plus être véritablement rapportée à une hiérarchie ou à des ordres hiérarchiques naturels, fondés, légitimés, et qui commençait aussi à se rapporter à des rapports et à des modes d'existence qui, tout en étant encore très très loin de ce qui ensuite allait devenir l'industrialisation et la fin d'une civilisation agraire, paysanne, néanmoins, était déjà dans cette direction-là, dans une transformation très lente, très peu visible. Si on prend, par exemple, l'index de l'industrie, bien sûr, au moment de la Révolution française, il n'y a pas d'industrie. Il y a quand même des manufactures. Puis il y a quand même une économie politique et une organisation de la vie, de l'existence collective sous l'égide d'un État qui poursuit des fins propres, qui engagent tout le monde sans peut-être pouvoir faire reconnaître à tout le monde que ces fins sont les fins de tout le monde, et peut-être précisément de telle manière qu'il devient de plus en plus clair, sourdement clair à tout le monde que oui, il y a là des fins qui ne sont pas les fins de tout le monde, de très très loin, qui deviennent de manière de plus en plus apparente les fins de quelque chose d'autre, qui est justement l'État. Or, l'État, qu'est-ce que c'est, l'État moderne? L'État, enfin, pour ce qui m'intéresse maintenant, je le définirai seulement par ceci, c'est que l'État, c'est une sphère autonome, indépendante de tout et principalement de tout ce qui pourrait le rapporter, lui, l'État, à quelque chose d'autre et de supérieur à lui, très précisément à la transcendance religieuse. L'État, vous savez, l'État souverain, posé théoriquement par justement la doctrine de la souveraineté qu'on doit à Bodin. L'État, c'est la politique, ou là, indiscernablement, si vous voulez, c'est le politique ou la politique, dans sa forme moderne, qui est une sphère autonome, indépendante, mais qui se donne comme l'assomption de l'existence de tous et de l'activité de tous, mais une assomption qui assume en soi et ne renvoie à rien d'autre. À rien d'autre, sinon à la perpétuité de cet État à travers les générations, et à commencer par les générations de détenteurs de l'État, c'est à travers la dynastie, éventuellement les dynasties qui peuvent se succéder. Je crois qu'avec ça, si vous voulez, je ne vais pas m'attarder dans une analyse historique détaillée, là. Je crois qu'avec ça, on a la naissance du problème politique de l'âge contemporain, pour parler dans les mêmes termes que les historiens, non pas modernes, mais contemporains. Donc la politique, c'est l'État. L'État, c'est une sphère en soi. Cette sphère apparaît de plus en plus comme poursuivant ses intérêts propres. Et si la grande révolution politique de cette époque, c'est la Révolution française, pour être complet,
est complexe. Il faudrait convoquer aussi la Révolution américaine, mais bon, je vais la laisser de côté parce que bon, ce serait trop. En Europe, c'est la Révolution française. Et que produit la Révolution française? Ça bien, elle produit l'Empire. Et qu'est-ce que c'est que l'Empire français? Qu'est-ce que c'est que l'Empire napoléonien? C'est justement peut-être la floraison la plus grandiose, à un moment donné, de l'État. De l'État comme fin en soi. Je pense moins là à l'impérialisme de l'Empire napoléonien, bien que, évidemment, ça en fasse aussi partie, qu'à l'auto-institution de l'État que la Révolution française avait évidemment engagée, mais que l'Empire mène à bien complètement, qu'il s'agisse du code civil ou de l'enseignement, du lycée, de l'université, des écoles normales, qu'il s'agisse même d'une nouvelle noblesse, c'est-à-dire vraiment la réinstitution d'un ordre politique, je dis, à la fois autonome, déconnecté de toute autre finalité. Le grand symbole de ça, c'est que Napoléon se fait couronner par le pape. Et cet événement auquel enfin, souvent on n'y pense même pas aujourd'hui, mais on ne prête pas beaucoup attention, c'est considérable. Alors, ça veut dire que l'État est passé au-dessus de la religion, si vous voulez. Et que la vieille distension très forte, surtout en France, qui avait toujours existé entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux, mais en un certain sens, elle est résolue. C'est l'État qui est en premier. Le communisme, là-dedans, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, justement, la protestation contre l'État de la demande, de l'exigence que l'existence commune ne soit pas assumée par, ni déléguée à, ni représentée par, tout ce que vous voudrez, ni prise en charge par cette instance, l'État, qui a les caractères que je viens de dire. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Commence ce qui plus tard va s'appeler dépérissement de l'État, ou quelquefois aussi abolition, destruction, etc. Enfin, le mot le plus fréquent qui a été véhiculé ensuite par le mouvement révolutionnaire communiste, et qui a le mot qui était toujours présent au début de la révolution soviétique, le mot qui est en quelque sorte inscrit même dans le mot soviétique, puisque soviétique, soviet, c'est les conseils, et que l'idée même d'une gestion de l'ensemble, au moins du pays, par des conseils, c'est d'emblée, ça veut être d'emblée l'antithèse de l'État. Donc, dépérissement de l'État. Et le dépérissement de l'État, il commence de manière explicite, si vous voulez, chez le jeune Marx. C'est une manière très, très frappante, quand même. Par l'opposition du jeune Marx, opposition qui lui vient d'autres, peu importe, l'opposition au fait que la politique, c'est-à-dire ce qui désigne l'ordre de la cité, parce que tout le monde le sait, alors, comme tout le monde le sait toujours aujourd'hui, politique, c'est la cité, police. Bon. Le fait que l'ordre de la cité, des affaires de la cité, du gouvernement de la cité, etc., du sens, surtout du sens de la cité, la protestation contre le fait que cet ordre, qui doit être l'ordre de tous, soit accaparé par une sphère particulière. Donc, Marx parle contre ce qu'il appelle la séparation de l'État. Et Marx écrit ceci, quelque part, je crois, dans les
dans les manuscrits de 48, la politique comme sphère séparée doit disparaître pour, en disparaissant, imprégner toutes les sphères de l'existence commune. Eh bien, cette phrase du jeune Marx, je redis bien du jeune Marx, parce que à partir de là, Marx n'a pas toujours été simplement dans cette, disons, sur ce mot d'ordre-là, et Marx évidemment, il a voulu aussi faire la place nécessaire à l'action politique comme telle. Mais bon, je ne veux pas m'occuper de l'histoire de Marx ni du marxisme. Je veux dire, je crois qu'il n'est pas illégitime de dire que cette phrase de Marx est comme une sorte de signal, si vous voulez, d'enseigne lumineuse, comme ça, au début de notre histoire, et que nous ne sommes toujours pas au clair avec ça, avec ce qu'elle engage. Hein. La politique, comme sphère séparée, doit disparaître pour, en disparaissant, imprégner toutes les sphères de l'existence commune. Et donc, si je rebondis maintenant jusque dans ce qui s'est passé, bon, à partir disons, des années 70-80, mais qui est encore plus ou moins vaguement présent dans notre horizon, bien, ça donne ceci, ça donne que, premièrement, de facto, la politique n'a pas disparu du tout. Au contraire, elle est devenue aussi politique communiste. La politique communiste s'est affrontée à d'autres politiques, puis la politique communiste est apparue, communiste au sens de ce qu'on a appelé le communisme réel, comme la pire des politiques. Donc la politique n'a pas disparu, premièrement, et le fait qu'elle ne disparaisse pas, deuxièmement, on peut dire conformément à la phrase de Marx, signifie aussi que l'existence commune n'est pas advenue, ou qu'elle a continué à manquer, ou à se manquer elle-même. Et nous sommes toujours là-dedans. Mais, en même temps, il n'y a plus eu aucun autre vecteur capable de porter l'attente, l'exigence, le désir communiste. Ce qui fait que communiste, d'un côté, s'est complètement effondré dans l'effondrement du régime soviétique et dans la révélation de ceci qu'il n'y avait eu ni économie, ce qui était le point en principe décisif, ni économie, ni politique véritablement communiste ou socialiste, parce que les deux mots en fait renvoyés l'un à l'autre, bon, selon les cas, comme des étapes successives de la même réalisation, c'est-à-dire de la réalisation d'un être en commun, d'une possibilité de partager, disons, j'allais dire toute l'existence, ou en tout cas tout ce qui de l'existence est à partager, c'est-à-dire aussi de la possibilité de seulement poser la question qu'est-ce qui de l'existence est à partager. Et ici, je fais parenthèse d'actualité. Regardez aujourd'hui à quel point cette situation est là tous les jours, devant nous, sous nos yeux, je ne dis pas que c'est tout à fait la même, mais en fait, bon, disons, sous la forme du micro-modèle de l'Europe. L'Europe politique n'est pas arrivée à se faire. Aujourd'hui, on est devant une sorte d'exigence extrême de faire l'Europe politique, mais de la faire uniquement parce qu'on en est arrivé au point où l'Europe économique, l'Europe du ou des marchés, en est venue au point d'implosion que nous savons tous. Et
Mais l'exigence politique de l'Europe, par exemple, je crois que c'est un discours, c'est simple, c'est pas un discours d'expert, je sais, je ne suis pas du tout expert là-dedans, mais que de dire, il ne suffit pas de parler de mutualiser là où les dettes. On ne peut pas mutualiser là où les dettes si on ne mutualise pas aussi les budgets, les impôts, etc. Donc, si on ne fait pas une Europe politique. Bon. Mettons, simplement ça. On pouvait prendre plutôt une autre direction, dire non pas mutualiser, mais liquider les dettes. Ça mène quand même dans une direction analogue. Alors, on ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça pour un pays, puis pour un autre, puis pas pour certains. Bon. Mais ça veut dire à ce moment-là que l'Europe politique ne devient vraiment exigible, urgente, que sous la pression de cette situation. Mais cette situation n'est pas une situation politique. C'est évidemment pas une situation communiste. C'est pas le communisme qui demande l'Europe politique maintenant. C'est au contraire, c'est le libéralisme là où il n'est pas complètement ivre de lui-même. Mais il l'est en même temps, il continue à l'être. Mais comme sans doute, j'en ai pas complètement sous, même comme archi-libéral, si on veut préserver un peu l'avenir, on se rend compte qu'il faut quand même un peu ménager les choses. Et donc, dire, d'accord, c'est mieux de faire ça. Tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus. À quoi résiste quoi? Des intérêts particuliers économiques, c'est sûr, mais aussi ce que l'Europe n'a pas pu faire. Je dis même pas n'a pas su. Il n'y a aucun reproche là-dedans. C'était peut-être pas possible, mais c'est-à-dire passer au-delà des États nationaux et de leur identité propre, de leurs intérêts propres. Or, il y a là peut-être une redoutable question, c'est qu'on ne passe pas si facilement au-delà des identités données. Alors, je ne suis pas en train de prêcher pour les identités nationales, hein, mais il y a des choses quand même. Il y a des pôles ou des gradients, je veux dire, d'identité. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on en fait. Bon, vous voyez, voilà. Nous sommes dans cette situation-là. Alors, je ferme ma parenthèse parce que c'est pas la peine de s'enfoncer plus là-dedans, parce que je n'ai rien de mieux à dire que ce que beaucoup de gens disent et discutent, parce que ça se discute, parce qu'il n'y a pas de thèse simple là-dessus. Donc on peut toujours, évidemment, tenir aussi la thèse plus simple, qui est de dire que tout ça étant de toute façon le désastre annoncé du capitalisme et justement de la démocratie comme État démocratique, et il n'y a qu'à attendre en travaillant patiemment le moment où la révolution sera possible. Sauf que, précisément, l'idée même de révolution, nous sommes déjà passés par là, pour les raisons que je rappelais tout à l'heure. Ça ne peut plus nous apparaître comme aussi simple que ça nous est apparu. Alors, devant cette situation, il m'a semblé important dans les dernières années de reprendre tout simplement la question, mais qu'est-ce que la politique? Et du coup, en laissant tomber le ou la politique. Parce que déjà, peut-être dans l'usage du masculin, que encore une fois, j'ai moi-même pratiqué, donc là, je suis à certains égards assez autocritique. Autocritique dans l'usage du masculin, mais autocritique même dans l'usage du mot politique. Je peux dire, au cas où quelqu'un viendrait m'objecter que un livre que j'ai écrit en commun avec Jean-Christophe Bailly, qui s'appelle La Comparution,
est sous-titré « Politique à venir ». Si quelqu'un me dit « mais vous avez écrit ça », je dirais oui, mais à culpa, mais à maxima culpa, parce que ce sous-titre « Politique à venir » ne veut rien dire. C'est un livre dans lequel il n'y a pas un mot de politique, au sens d'une action déterminée, au moins en principe déterminable, calculable, etc., peut engager un projet qui soit quoi? Qui soit un projet capable de rendre possible l'agencement des groupes, des intérêts, des forces, etc. Vous allez me dire, donc, à l'intérieur du capitalisme, ou bien à l'extérieur du capitalisme, à condition qu'on puisse désigner dans quelles conditions, comment ça doit se passer, et de quels agencements, de quels rapports de force il doit s'agir. Mais si on parle, au contraire, de ce qui concerne la coexistence, l'être en commun, peut-être qu'il faut renoncer à dire que c'est politique. Mais pourquoi alors? Pourquoi y a-t-il cette redoutable ambiguïté avec le mot de politique? Une ambiguïté que d'ailleurs, pour faire une référence à Gérard Granel, une ambiguïté qui est marquée par un terme que Gérard Granel avait forgé, qui est archipolitique. C'est un terme qu'il a d'ailleurs peu construit, disons, comme concept peu thématisé, mais qui revient peu régulièrement chez lui. Archipolitique. Mais je dirais que archipolitique a le grand intérêt d'indiquer tout de suite le problème. Parce que selon le texte de Granel lui-même, qui est dans un livre qui va paraître bientôt, un livre de textes posthumes, comme il l'indique lui-même, tout ce qui est archi quelque chose, cet archi qui est un motif philosophique, en fait provenant de Husserl, mais on peut dire à travers Husserl provenant de tout un vieux filon philosophique allemand sur lequel on pourrait s'arrêter, qui est le filon du... ce qui est archi traduisant le qui est un préfixe allemand intraduisible qui désigne ce qui est originaire. Grund, ça veut dire le fond absolument premier. Ce qui d'une chose, d'un régime d'être est le principe, si vous voulez. Vraiment, mais le principe originaire, je vais même tenter de dire archi-originaire. Donc, l'archi, dans les deux sens du mot, c'est-à-dire le commencement et le commandement. Bon, je ne m'arrête pas là-dessus plus, mais Granel dit quelque part dans un de ses textes à apparaître que dès qu'on se donne le propos, disons, sinon le concept de « à l'archi quelque chose », l'archi-chose en question ne peut pas être de la nature de la chose dont c'est l'archi. Il prend, là, je me rappelle, il prend l'exemple de la couleur. Il dit, si je parle de l'archi-couleur, évidemment, c'est quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la couleur. Je ne peux renvoyer à aucune couleur déterminée, ni au jeu ou au rapport des couleurs entre elles. Qu'est-ce que ça va être? Bon, ça va être quelque chose qui sera en tout cas d'un autre ordre que la couleur. Eh bien, en nommant l'archi-politique, je crois, Granel désigne quelque chose qui engage, bien sûr, la politique, mais qui n'est pas par lui-même ou par soi-même politique. De quel ordre est-ce alors? C'est un peu, si vous voulez, la question que je voudrais poser, mais ce n'est pas que je voudrais la poser, c'est une question qui se pose, qui nous est posée. Je crois que c'est la nomination de l'archipolitique par Granel est une façon de
Voilà, de poser la question. Alors, pour comprendre un peu, peut-être quelque chose de ce qui est en jeu, parce que je dirais dans l'archipolitique, évidemment, est en jeu le commun. Puisque de toute façon, ce que nous comprenons bien, c'est que la politique, elle prend en charge le commun. Alors, disons deux choses successivement. Dans l'archipolitique, bon, il est question de l'archi de la politique. La politique, c'est quoi? L'idée de politique, elle vient d'où? Elle vient de la polis grecque, de la cité grecque. Or, vous savez tous, parce qu'ici, c'est bien, pas tous philosophes, mais vous savez tous qu'on n'arrête pas de répéter que c'est notre lieu de naissance, la polis grecque. Et la politeia, c'est-à-dire l'exercice, la pratique de la cité. C'est le titre de ce que nous traduisons en français comme la République de Platon. Que c'est de là que nous venons. Et même très très souvent, on désigne ça comme le modèle qu'on aurait perdu et que nous, dans notre démocratie moderne, nous serions incapables de retrouver ce qui était la grandeur de la polis athénienne, disons, du temps de Platon, justement. À ce moment-là, déjà, on oublie tout simplement une chose, c'est que Platon, il écrit sa Politeia contre la démocratie athénienne de son temps, qu'il juge calamiteuse, désastreuse, et qu'il entend réétablir, justement pas comme démocratie, sur de toute autre base. Bon, je ne vais pas l'analyser ça. Simplement, déjà le fait que Platon soit complètement opposé à la police athénienne et que le symbole même de la naissance de la philosophie, dans son sens vraiment déterminé comme philosophie, puisqu'évidemment, nous savons aussi qu'elle a commencé avant, mais avec ceux qu'on appelle les présocratiques, mais le grand symbole, quand même, que tout le monde connaît, que tout le monde n'a pas cessé de remettre en scène, même de peindre, c'est la mort de Socrate. Mais qu'est-ce que c'est que la mort de Socrate? C'est la condamnation de Socrate par la cité athénienne pour manque de respect envers les dieux et les lois de la cité. Alors, je me demandais, mais où est au juste, où est notre modèle? Ce qui est très curieux, c'est que nous avons une sorte comme ça de figure idéale bâtie dans laquelle on oublie ce qui se passe entre Socrate et la cité, et du coup entre Platon, disciple de Socrate, qui amplifie la figure du maître condamné par la cité pour justement mieux désigner ce que doit être la cité selon Platon, c'est-à-dire, sur un mot, si vous voulez, la cité idéale. Mais contentons-nous d'autre chose. Enfin, pas en laissant ça complètement de côté, en disant déjà d'emblée, la cité apparaît dans un clivage, sinon dans une crise, entre ce qu'elle est et ce que certains en elle disent qu'elle devrait être. Mais même la cité grecque, telle qu'elle est, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on oublie, je dirais, c'est un oubli un peu tendanciellement de l'ordre de la dénégation freudienne. Ce qu'on ne veut pas savoir, c'est que la cité athénienne, c'est la cité des hommes libres, c'est-à-dire pas des esclaves, pas des femmes, pas des étrangers, qui sont ceux qu'on appelle les métèques, ce qui en grec de l'époque n'est pas un terme injurieux. C'est-à-dire c'est une cité extrêmement restreinte. C'est en un certain sens, c'est une cité qui est tout à fait au revers de ce que nous voulons
considérée comme la cité, comme la... Et d'ailleurs, précisément, c'est là que nous n'avons pas de mots. Mais quand même, voulons-nous l'appeler la communauté? Oui, justement, disons la société. Mais la société, c'est tout de suite un mot qui, bon, je l'ai dit, qui se trouve comme en manque d'être en commun. En un sens, la cité grecque n'a rien à faire avec le monde commun dans lequel nous sommes. Et il y a un autre caractère qui s'attache à la cité grecque, qui la rend fondamentalement différente de notre situation, c'est que cette cité, elle a sa religion, que j'appelle civile, faute de mieux, elle n'appelle pas comme ça. Enfin, oui, il y a une religion, il y a des cultes propres à Athènes. Et la cité, et même ceux dont la naissance est marquée, entre autres choses, marquée bien sûr par l'invention de l'isonomie, de l'égalité, de la loi pour tous, etc. Elle est marquée par le fait qu'une certaine forme de culte religieux, du culte dionysiaque, est à un moment donné transportée dans, enfin, de la campagne, si vous voulez, dans la ville, d'un culte agraire en un culte citadin, et c'est ce qui donne naissance à la tragédie, c'est-à-dire au chant du bouc, comme vous savez, à la cérémonie originellement agraire, dionysiaque, etc., qui devient le spectacle réglé de poèmes écrits par des poètes, bon, payés et honorés par la cité, la représentation des tragédies étant elle-même payée par, comme, si vous voulez, comme un impôt, ce qu'ils appellent une liturgie à Athènes, un impôt des citoyens riches qu'ils doivent acquitter régulièrement en faisant monter chaque fois 3 tragédies et un dithyrambe. Bon. Vous voyez, autre élément qui est j'allais dire aux antipodes, c'est pas exactement aux antipodes, complètement étranger à la situation dans laquelle nous sommes. Il y a une idée, l'idée de la République, qui sous sa forme, en particulier sous sa forme française, telle qu'elle s'est élaborée, un peu disons, entre 1848 et, je sais pas, 1914, ou un peu après quand même, si vous voulez, bon, peu importe. L'idée de la République, ça a été l'idée d'un État qui serait à lui-même aussi, en quelque façon, sa propre religion. C'est ce que Rousseau demande à la fin du contrat social, d'ailleurs, une religion civile, pour faire que l'ordre des lois soit sensible au cœur du citoyen, comme dit Rousseau. Et ça n'a jamais marché. Et il y a encore pas tellement d'années, j'ai pas peut-être une petite vingtaine d'années, que des républicains français, et tel ou tel d'entre eux étant d'ailleurs philosophes de métier, de bonne connaissance de l'histoire de la pensée philosophique, pouvaient, dans des textes publics, écrire que ce qui nous manquait, c'était de retrouver le ciment affectif, festif, et donc en ce sens-là religieux, et en se référant à l'une des étymologies qui est sûrement la moins juste du mot religion, qui est l'idée du lien. La République a été l'éclair qui avait très pâle, fugitif, tremblant, et désormais, on peut dire, passablement éteint, enfin, je ne dis pas que ce qui en subsiste, qui subsiste des exigences républicaines, soit vain. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Comme, je ne sais pas, je crois que c'est ce matin, même avant de partir, que j'entendais à la radio des gens s'empailler autour
de l'affirmation Madame Taubira est républicaine, et quelqu'un d'autre, je crois qu'il était du Front National, il disait qu'est-ce que vous dites, elle est républicaine, mais non, puisqu'elle est elle était pour l'indépendance de la Guyane, donc ça veut dire, si on veut détacher un morceau de la République, c'est qu'on n'est pas républicain. Donc, par exemple, l'idée, pas non plus simplement aberrante, c'est-à-dire que la République, c'est aussi une unité. Alors là, en l'occurrence, par exemple, une unité territoriale, c'est aussi, ça se référait à quelque chose qui, certes, appartenait à la police grecque et ensuite à l'État pendant très très longtemps, mais qui est aujourd'hui, bon, déjà de plus en plus quand même derrière nous. La politique est de moins en moins l'affaire du territoire, de plus en plus l'affaire d'ensemble de populations qui elles-mêmes ont des existences réellement et tangentiellement étendues au-delà de beaucoup de manières économiques, culturelles, etc., au-delà des frontières d'un territoire. C'est un autre élément qui joue un rôle très important dans ce brouillage de ce que nous appelons politique. Alors, bon, voilà, assez là-dessus, on peut dire la politeia de la police grecque, c'est ce que, je crois, Heidegger, dans un passage, je cherche le texte, je ne sais plus très bien où je l'ai mis, excusez-moi. Non, peu importe, dans un passage de son séminaire sur Parménide, où Heidegger dit que la politeia grecque, c'était, voilà, je vais retrouver, l'être de l'homme dans son rapport à l'étang. Bon, l'étang, Heidegger, ça veut dire tout ce qui est, si vous voulez. L'être de l'homme dans son rapport au monde, si vous voulez. Dans sa totalité. Et Heidegger dit ça, enfin, je prends cette référence parce que je crois qu'elle est particulièrement claire. C'est pas pour faire référence, encore moins révérence à Heidegger, qui politiquement, vous savez bien, pose problème, mais c'est ça que je ne veux pas parler de ça pour le moment. Et Heidegger dit ça pour dire la police grecque est cela dans quoi, à un moment donné, se déploie une forme complète du rapport de l'homme à tout, à toute chose. Or, il le dit très précisément, très expressément dans le même texte pour affirmer, juste après, ça n'est plus notre condition. Nous ne pouvons plus nous comprendre de cette manière. Et alors je dirais tout simplement, voilà ce qui affecte le mot politique. C'est que le mot politique, étant passé par l'histoire de l'État moderne, et en arrière, j'en ai pas parlé, je l'indique au passage, avant l'État moderne, il passait par ce qui, du christianisme, s'est employé à séparer l'État et la religion, et pour des raisons... pour des raisons qu'on ne va pas examiner maintenant. Après cette histoire et cette expérience, le mot politique en est venu, je dirais presque, à être voué, à être comme un signal de rappel à un passé est tellement éloigné qu'il n'y a pas de sens à vouloir le faire revenir, ou bien comme désignant autre chose, enfin, voulant toujours désigner la possibilité de l'existence commune, mais sans plus du tout savoir comment et à quel titre ce commun peut être désigné et saisi et articulé comme tel. Je crois donc qu'à partir de là, le masculin, le politique d'abord, ensuite la politique telle que très souvent, très souvent, on l'invoque comme la sphère supérieure dans laquelle tout devrait être reconnu, saisi,
modelé de façon à, au fond, disons-le de même manière un peu toute bête, si vous voulez, à pourvoir au sens de l'existence, pour être, comme Heidegger dit qu'était la politeia grecque, pour être la forme entière du rapport de l'homme au monde en général. Donc par conséquent, a fortiori du rapport des hommes entre eux, cette signification-là n'est plus possible. Mais ça fait du coup deux problèmes qui surgissent immédiatement. Le premier problème, c'est si le mot politique continue non seulement à exister dans la langue, mais à désigner quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et qu'est-ce que c'est que la sphère politique que peut-être pour le moment, au moins si j'ose dire, seulement pour le moment, peut-être pour très longtemps, doit être reconnue comme non soluble, ne pouvant pas être dispersée dans la totalité des autres sphères de l'existence, comme disait Marx, si, à tout le moins, pour faire une révolution guidée par l'idée du communisme, c'est-à-dire par l'idée d'une existence commune, se donnant à elle-même en tant que commune tout son sens, il faut donc en passer quand même par l'exercice d'un pouvoir politique bel et bien distinct, au moins pendant un moment. Ça a été la question de Lénine, l'État et la Révolution. C'est un titre et c'est toute une problématique. Et c'est toujours la question de, pour autant que je sache, à part quelques très gentilles rêveries que tout le monde, je dirais, partage plus ou moins dans un coin de sa tête, des gentilles rêveries conseillistes, autogestionnaires, qui sont toujours toutes très séduisantes, mais dont personne ne montre jamais comment il serait possible de les mettre en pratique. Et on dit toujours à ce moment-là, oui, mais c'est une expérience pour le moment, ici, là, oui, bien sûr, il y en a à travers tous les pays, il y a partout justement des petites communautés. À ce moment-là, on parle de communautés qui arrivent à vivre dans une relative autarcie par rapport au reste de la société, justement. Jusqu'à présent, on ne voit pas que ça puisse faire un modèle généralisable. Et alors, en dehors de cela, du moins parce que je sais, ce qu'on peut lire dans les textes, il y a toujours la représentation qu'une révolution doit en passer par quelque chose. Alors, on l'appelle plus ou moins volontiers de son nom historique, mais c'est-à-dire la dictature du prolétariat. C'est ça, le nom historique de la forme d'État. Et sinon d'État stricto sensu, en tout cas de pouvoir autonome, occupant une sphère distincte, qui est nécessaire pour accomplir le passage à l'étape suivante dans laquelle, en principe, la dictature doit pouvoir être dissoute, comme l'était l'institution du même nom dans la République romaine. Mais ça, c'était une autre affaire. Donc, nous sommes devant donc la question, alors, qu'est-ce qu'on fait avec la politique? Qu'est-ce qui est politique? Qu'est-ce qu'on demande à la politique? Et par exemple, je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de bien montrer ce qui est en jeu que d'en revenir alors au cas précis de l'Europe. Mais on pourrait prendre ça de beaucoup de manières à travers aussi bien les printemps arabes, dont ce matin
Libération titre Printemps perdu à propos de l'Égypte. Je ne sais pas s'il est vraiment perdu, mais enfin bon, on pourrait prendre à travers toute l'Afrique. Mais disons, on pourrait prendre des exemples, je veux dire. Mais donc pour revenir à l'Europe, politique, c'est vrai, aujourd'hui, veut dire au moins saisie, ressaisie des moyens d'empêcher non seulement des malheurs, des désastres économiques, mais nous sentons et nous savons tous très bien que c'est beaucoup plus que ça qui est en jeu. Je dirais même beaucoup plus que le chômage, par exemple, même pour ne prendre que lui, que le chômage d'un côté, l'immigration de l'autre, etc., etc. Mais à travers ces phénomènes-là, il est toujours au fond question peut-être d'une seule chose, c'est-à-dire de la possibilité que l'existence de chacun s'inscrive dans l'existence de tous. C'est-à-dire aussi qu'on arrive à donner à l'existence en tant qu'elle est de tous, à l'existence en tant qu'elle est commune, qu'on arrive à lui donner, je dirais même pas sa place, parce qu'il n'y a pas de place pour ça, parce que c'est la place commune, justement. Mais à faire qu'elle ait du sens. Quitte à reparler ensuite de ce que veut dire, en l'occurrence, et toujours, avoir du sens. Et donc à ce moment-là, bon, je vais m'arrêter là-dessus, je dirais, du coup, nous sommes devant une sorte de double injonction. À la fois, il faut qu'une instance nommée politique soit en effet en mesure de faire exister, par conséquent de vouloir des conditions pour que le commun soit autre chose que la réduction toujours renouvelée de tous, de chacun dans son être, dans son corps, dans son existence, à ce que Marx a appelé une bonne fois pour tout, l'équivalence générale, c'est-à-dire l'échangeabilité de tout au titre de l'argent. Donc là, il faut de la politique, il faut de l'action politique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est d'ailleurs, en un sens, si on prend un peu de recul, eh bien, il est extrêmement heureux, si vous voulez, de voir cet appel comme nécessaire à la politique, qui est au fond partagé presque, je dirais, par tout le monde. Mais deuxièmement, nous sommes en même temps tenus, je dirais oui, vraiment comme ça, nous sommes tenus de nous interdire de mettre sous le mot politique quelque chose qui fonctionnerait toujours avec la vague rétrospection imaginaire de la cité grecque, ou quoi que ce soit d'autre qui, au fond, revient toujours à transformer très, très, très subrepticement politique en théologique, au fond. Et si nous avons aujourd'hui un grand problème qui circule quand même de façon pas tout à fait mondiale, mais presque mondiale, un grand problème qui est un problème de bouleversement de ce que nous considérions comme acquis complètement, comme la séparation entre l'État, justement, et la religion. Cette séparation qui est aussi une des grandes balises historiques de la République française, si nous l'avons en particulier, bien sûr, vis-à-vis des régimes qui se réclament de l'islam.
Mais mais ça se manifeste aussi ailleurs et aussi justement à l'intérieur de l'Europe. Alors dans un rapport au christianisme, d'autre manière, mais si un aspect du problème particulier que représentent les États-Unis, pas seulement comme superpuissance, mais aussi bien sûr comme superpuissance, mais c'est le fait que les États-Unis sont peut-être le seul pays au monde qui soit doté de quelque chose qu'on pourrait appeler une sorte de religion civile, une religion, une religiosité morale qui quand même porte quelque chose de l'image de soi des États-Unis, peut-être quelque chose qui est en voie de, sinon d'extinction, du moins de transformation assez importante. Si nous avons tous ces phénomènes-là devant nous, c'est parce que, avec la séparation de l'État et de l'Église, comme on dit en France, nous sommes loin d'avoir résolu un problème. Et que ce problème n'étant justement sûrement pas le problème d'une religion civile, dont on ne voit pas du tout comment on pourrait aujourd'hui l'inventer, mais qui n'en est pas moins le problème de ce qui, justement, peut être au-delà de la politique, en arrière d'elle ou en avant d'elle, dans cette archi que désigne Granel en parlant d'archi politique, serait l'ordre, le registre, la sphère, comme vous voudrez, du sens de l'existence commune, et qui, à ce moment-là, ne se pourrait pas se confondre avec la politique, ni se rabattre sur elle. Je voudrais vous citer, voilà, juste en guise de conclusion, une phrase de Georges Bataille. Et Bataille, je crois, a été quelqu'un qui a été d'une extrême sensibilité à tous les bouleversements politiques, précisément, et plus que politiques, et archi-politiques, qui se produisaient avant la guerre et après elle. En 58, Dionys Mascolo demandait à Bataille de se joindre à une action de contestation politique. C'était une contestation, c'était la contestation du retour de Gaulle au pouvoir. Donc Bataille, à ce moment-là, ne s'est pas manifesté peut-être comme gaulliste, non, mais s'est manifesté de la façon suivante. Il a refusé à Dionys Mascolo de s'engager là-dedans, en lui disant « Il s'agit pour moi d'une impossibilité d'être d'accord avec le principe sur lequel repose l'action réelle dans une société organisée. Le domaine politique qui nous reste est le domaine du possible. À ce domaine, je ne puis apporter que peu d'intérêt. Le refus inconditionnel est l'affirmation de ma souveraineté. Je ne veux pas laisser une aussi violente affirmation dans la boue des compromis. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bataille refuse l'engagement politique, au sens déterminé, qui était celui de l'époque, et qui était sans doute, l'engagement politique contre De Gaulle était sans doute un engagement un peu aveugle, un peu fourvoyé. Je peux bien l'avouer, j'en étais ici à Toulouse, même en 58. Mais le refus de l'engagement politique, au nom de quoi? Au nom de ceci, c'est le domaine du possible. Et le domaine du possible ne m'intéresse pas. Le domaine du possible, c'est la boue des compromis. Bon, je dirais, Bataille en fait un peu trop, en assimilant le possible et la boue des compromis. Peu importe. Ça vient d'où, ça, chez Bataille? Ça vient justement de ce qui est donné par le mot souveraineté dans ses livres, l'affirmation de ma souveraineté. Bataille, c'est celui qui a repris le mot souveraineté, grand mot de la théorie politique classique de l'État, grand mot
beaucoup retravaillé, redéployé par Carl Schmitt, le grand théoricien justement de la souveraineté dans son état contemporain ou dans son désir d'être retrouvé ou établi dans une vigueur contemporaine, ce qui s'est passé aussi chez Carl Schmitt par le biais d'une adhésion compliquée, comme d'autres, mais non moins adhésion au nazisme. Carl Schmitt étant celui qui a quand même justifié les lois d'exception établies par Hitler au nom précisément. Carl Schmitt a justifié les lois au nom du principe de souveraineté. Mais Bataille est celui qui a pris ce mot de souveraineté, qui désigne justement l'État dans sa nature de ce qui n'a rien au-dessus de lui. C'est ça que veut dire le mot souveraineté. Bataille a repris ce mot souveraineté pour désigner ce qui serait justement, comment le dire, l'excellence de l'existence en tant qu'elle n'a rien au-dessus d'elle. L'existence tant individuelle que commune. Hein. Là, quand il dit ma souveraineté, mais après, bon, vous le savez sans doute, chez Bataille, c'est pas détachable de, en tout cas, du rapport à l'autre, que ce soit par l'érotisme, par la communauté. Bon, je laisse tout ça de côté. Mais le fait que Bataille arrache, de manière, il faut dire en effet, violente, brutale, conceptuellement, c'est pas discutable, mais donnant lieu évidemment à d'infinis problèmes. Mais bon, il arrache le mot de souveraineté, c'est-à-dire le terme par excellence de l'État, pour le reverser dans une autre sphère, qui encore une fois n'est pas une sphère individuelle particulière, justement pas séparée, qui serait peut-être la sphère de la véritable liaison, du véritable partage, du commun comme tel. Ça, je pense que c'est extrêmement significatif. Mais, justement, Bataille éprouve qu'il ne peut le faire qu'à la condition, en même temps, de se distancier de la politique comme cette action qu'il qualifie ici de compromission. Je ne veux pas donner par là raison à Bataille dans son refus de cette action. Je me demande d'ailleurs si ça n'est pas au fond parce que Bataille ne veut pas dire qu'il est plutôt pour De Gaulle. Mais qu'il soit plutôt pour De Gaulle, il faudra encore analyser exactement ce que ça veut dire. On remet les choses dans l'époque, etc. C'est comme, si vous voulez, c'est comme. Je me viens maintenant un exemple auquel je ne pensais pas, mais qui est très important, je crois, d'un autre philosophe, et beaucoup plus près de nous. C'est Michel Foucault, qui, vous le savez, a salué la révolution islamique en Iran, c'est-à-dire, quelles années, je ne me rappelle plus maintenant. 76 oui, c'est ça, 76, nous avons. 79, merci. Donc, vous voyez, enfin, c'est beaucoup plus près pour moi. Bon, pour beaucoup d'entre vous, c'est très loin, mais vous savez, c'est un événement dont on reparle peu, mais qui est, je crois, très remarquable, qu'il faut considérer sans être saisi d'une honte terrible vis-à-vis de Michel Foucault, qui, évidemment, que personne ne soupçonne, je ne sais pas quoi, d'être un réactionnaire, fiefé réactionnaire caché, encore moins un islamiste. Michel Foucault a d'abord salué la révolution islamique avec des mots que je ne peux pas vous citer exactement, mais qui étaient, après qu'il saluait le retour du spirituel en politique. Ça n'a pas duré longtemps. Je crois qu'il a fallu que quelques jours pour qu'il s'aperçoive de ce que le régime de Khomeini était en train de faire. Et alors, on a tous les textes, il s'est mis à... Ayant été mis, si vous voulez, sur la place publique avec cette déclaration, il a réagi aussi par rapport à lui-même et en écrivant des lettres publiques au gouvernement de Téhéran, etc. Mais pourquoi est-ce que Foucault... Pourquoi
À ma connaissance, il y a, c'est pas, peut-être, sûrement, évidemment, elle est trop limitée, mais je ne connais pas, moi, de texte qui ait essayé d'expliquer ça. Alors que je crois que je le comprends très bien. C'est-à-dire que Foucault s'est dit, à ce moment-là, que là, quelque chose qui d'une part, se débarrasser des Américains, de l'impérialisme américain, etc., mais de tout ce qui, évidemment, n'était que déjà trop visible de ce qui accompagne tout cette... moins l'impérialisme américain, peut-être que l'impérialisme capitaliste tout court. Donc quelque chose qui se plaçait d'abord dans ce sens-là et qui, en même temps, se référait à quelque chose dont, au fond, j'oserais dire peut-être que sur le moment, Foucault s'est voilé les yeux, ne voulait même pas savoir de quelle nature était cette chose, mais elle n'était pas politique. Ça n'était pas une énième version de démocratie, plus ou moins ceci ou cela. Et donc, Rousseau a un instant, je me représente ça comme une sorte d'éblouissement, de petits vertiges passagers, et il s'est dit, autre chose, une autre dimension. Il l'appelle, on peut retrouver le texte, il l'appelle spirituel. Spirituel est un mot, je ne sais pas, j'ose pas dire qu'il nous fait horreur à tous, parce que peut-être il y en a ici, même beaucoup, à qui ça fait pas horreur. Mais pour, en tout cas pour quelqu'un de ma génération, c'est pas un mot fréquentable. Derrida, par exemple, a écrit tout un livre de l'esprit où il s'en prend, à juste titre, à une sorte d'idée et figure de l'esprit chez Heidegger. Il faut dire d'ailleurs que c'est un esprit qui n'est peut-être pas tout à fait l'esprit du souffle spiritualiste. En l'occurrence, c'est l'esprit d'une flamme qui brûle. Bon. Enfin bon, peu importe. Nous pouvons difficilement nous dire spirituel ou nous dire spiritualiste. Et pourtant, d'une certaine manière, si vous voulez, je suis bien obligé d'avouer que ce que Bataille appelle souveraineté, ce que je désigne d'aucune manière, sauf en disant le sens d'une existence en commun qui se donnerait son sens à elle-même, force est de reconnaître qu'on peut aussi l'appeler spirituel, dimension spirituelle. Sauf que, encore une fois, si ce mot n'est pas praticable, c'est peut-être pour des raisons qui sont intimement croisées, tressées, avec les raisons qui font que le mot politique nous arrive dans l'état de complexité, au moins, et de problématicité que j'ai essayé de déplier. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je vais donner la parole à la salle pour entamer une discussion. Avec cet exposé très riche, qui peut-être intimide au niveau des questions. Cette problématicité. Oui. Voilà. Tout à l'heure, vous avez évoqué le changement de conception du terme politique que vous avez eu au long de votre carrière philosophique, sans vous parler de ce terme. Pourriez-vous préciser peut-être plus d'informations sur ce sujet, vous éclairer? Ben, oui, si ça peut. L'intérêt, c'est pas ma carrière. On a plutôt une carrière universitaire. Après, on a quoi? On a une vie, une trajectoire philosophique. Mais ça peut peut-être, oui, ça peut peut-être m'apporter quelque chose. Si vous voulez, moi, j'ai commencé à m'occuper de ces choses-là. Oui, c'est à peu près dans les mêmes temps. Oui, d'une part, il y avait la préoccupation, en effet, de la chose nommée politique pour elle-même. Bon. Et alors, à un moment, très précisément en 81, avec Philippe Lacoue-Labarthe, nous avons fondé un centre de recherche sur le politique.
Et parce qu'on se disait, c'est ça qu'il faut travailler. Il ne faut plus considérer politique comme un terme disponible. De quoi s'agit-il? On avait mis toute cette affaire à l'enseigne d'une expression en fait d'origine heideggeriano-derridienne, qui d'emblée réussissait à tout embrouiller. On avait dit la question, c'est la question du retrait du politique. Et pour nous, retrait voulait dire la fois recul, se retirer et retracer. D'ailleurs, c'est le mot que tu as employé tout à l'heure, Simon. Retracer. D'ailleurs, quelqu'un qui vient d'écrire un livre au sujet de ça. Un livre, oui, mais je vous signale, voilà, il y a tout là-dedans. C'est un livre de Pierre-Philippe Jandin qui s'appelle Jean-Luc Nancy, Retracer le politique. Et oui, c'est un petit livre, pas grand, parce qu'il n'y a quand même pas trop à raconter là, mais ça vous donnera tous les éléments précis, si vous voulez. Bon, donc il y avait ça d'un côté. Et c'est très remarquable qu'à ce moment-là, si vous voulez, je crois que peut-être pas une majorité des philosophes français qui touchaient un peu à cette question-là ont été intéressés, sont venus, ont dit oui, d'accord, il faut travailler là-dessus. Intéressant aussi serait de suivre, mais je ne vais pas vous raconter ça maintenant, comment pendant 2 ou 3 ans, ce centre même a commencé à mal tourner, enfin à tourner de telle manière que Philippe Lacoue-Labarthe et moi, on n'était pas bien du tout, parce que ce centre prenait de plus en plus une voie qui était indiquée à ce moment-là par la révolution polonaise menée par Solidarność. Et il est apparu le schéma très tentant et très douteux en même temps de la société civile contre l'État. Je crois même que c'est à ce moment-là qu'on s'est mis de plus en plus à dire la société civile, expression qu'on emploie aujourd'hui tous les jours, et qui est toujours quelque chose qui me fait d'un seul coup, chaque fois que je l'entends, remuer toute une argumentation très très longue. Société civile, ça veut dire société politique. La cité, c'est la même chose que la police. Donc, jamais vous n'auriez fait comprendre à quelqu'un, à Rousseau, contemporain de Rousseau, et encore bien longtemps après, ce que société civile aujourd'hui veut dire. Puisque société civile veut dire tout le monde sauf l'État, tout le monde par rapport à l'État. Mais en même temps, dans un rapport à l'État. Parce que la société civile n'est pas non plus la société des particuliers en tant que particuliers. Donc c'est une société dans pas forcément un état de relative organisation et association, aussi tous les corps intermédiaires dont Sarkozy a fait beaucoup reparler. Mais c'est très étrange, parce que je crois que dans la séparation société civile-État, qui a été rendu possible en Pologne, tout simplement par le fait que Solidarność et tout ce qui s'est passé avec là, a eu, à un moment donné, la grande intelligence politique, alors au sens le plus déterminé, calculé de la chose, de dire, bon, laissons l'État polonais, comme dans son allégeance à Moscou, faire les affaires étrangères et la défense, et nous réorganisons le reste de la société. Mais évidemment, ça pouvait être que quelque chose de provisoire, mais beaucoup de gens ici se sont emparés de ça comme une sorte de porte de sortie, si vous voulez. De même d'ailleurs qu'au même moment et dans le même centre, il y a eu des gens pour dire, bon, la politique aujourd'hui, c'est les droits de l'homme. Par exemple, c'est Amnesty International et, disons, voilà, la constellation des ONG. C'est autre manière de quitter le problème. Bon. Alors voilà une chose. À quoi? Alors j'ajoute pour moi ceci. Après avoir travaillé toute une année en cours à l'université sur Bataille et la question de la communauté, parce que j'avais trouvé cette question dans Bataille, que Bataille demandait où est-ce qu'il y a communauté, et que Bataille, après la guerre, après avoir, on pourrait dire,
furieusement cherché quelque chose d'une communauté, parce qu'il sentait que ce que le fascisme avait capté, on peut dire, c'était ça, c'était un besoin de commun, si vous voulez, que c'est pas par hasard que le nazisme, que nazi, ça voulait dire national-socialisme. Et que le fascisme italien a déjà avant été lui aussi un socialisme. Ce n'était jamais un communisme, tout simplement parce que le mot communisme avait déjà été pris, bon, par les soviets et par Lénine, mais il s'agissait toujours de ça. Bataille a très bien compris que c'était là qu'il fallait chercher quelque chose. Et puis, évidemment, comme il n'est jamais devenu fasciste, bon, et il a, au fond, Bataille a désespéré de la communauté politique. Et il finit par dire qu'au fond, qu'il n'y a qu'une communauté qui est celle des amants. Donc, alors, moi, j'avais travaillé là-dessus, et à ce moment-là, Jean-Christophe Bailly, oui, qui faisait une revue qui s'appelait Aléa, a proposé pour sujet d'un numéro d'Aléa cet énoncé auquel je renvoie toujours parce que je trouve que quand même c'était une invention remarquable, 81. Ouais. Le thème du numéro, c'était la communauté, virgule, le nombre. Et ça m'a beaucoup impressionné parce que je me suis dit, il a raison. Voilà, l'alternative, c'est ça. Le nombre, le grand nombre, et je crois de plus en plus qu'un aspect aussi de notre question, on aurait pu le dire là, c'est que nous sommes dans les grands nombres maintenant. Et que jamais, jamais sans doute, aucune espèce de politique n'a été pensée à la dimension du grand nombre. Sauf peut-être, en effet, la politique soviétique. Ce qui donnait tout de suite un certain caractère. Alors, la communauté, le nombre, et donc là-dessus, j'ai écrit, à la demande de Bailly, j'ai écrit un texte où je reprenais une lecture de Bataille, c'est ce texte, livre qui s'appelle « La communauté désœuvrée ». Et dans ce texte, je dirais maintenant, j'ai été dans une sorte de confusion permanente entre le registre de la communauté et le registre politique. Et cette confusion, elle m'est restée très longtemps. Après la comparution avec Bailly, c'est la même chose. Et j'ai été très, très attiré par la question, appelons-la ontologique, de qu'est-ce que c'est que le commun, comment y a-t-il du commun, etc. Et voilà, c'est une question dont, en principe, sur laquelle j'aurais dû partir, sur laquelle je crois ce soir je partirai plus tôt, à cause aussi de choses qui viennent de Heidegger, du fait que Heidegger est comme le premier qui a introduit le Mitsein dans la philosophie. Bon. Et puis, mais j'ai continué pendant très longtemps à faire, comme tout le monde, c'est-à-dire à penser que ça, c'était politique. Mais quand je dis comme tout le monde, je ne veux pas dire... Après, maintenant, tout d'un coup, je suis devenu tout à fait exceptionnel. Bon. Non, mais je crois, alors dans les mêmes temps, je ne sais pas, mais oui, en gros, disons, c'est les mêmes temps, mais justement, Granel, en disant archi-politique, et quelquefois, il dit même pas archi-politique, il dit politique et il parle d'une archi-politique. Hein, c'est compliqué, vraiment. Mais Granel, je crois, allait dans le même sens. Dans le même temps, mais encore un tout petit peu plus tard, peut-être Derrida, qui il écrit un livre politique de l'amitié, qui est en fait, peut-être entièrement, un livre qui est tout à fait au-delà de la politique. Alors Derrida, il ne se mêle pas du masculin et du féminin là-dedans, mais bon. Et alors, voilà, en même temps, se sont développés, disons, là, voilà, de 80 jusqu'à maintenant, se sont développées deux choses parallèles, une sorte de conscience croissante qu'on faisait une espèce d'usage abusif du mot politique, puis aussi, au fur et à mesure, j'ai vu, en particulier, bon, ça
c'est un peu contingent, mais enfin bon, comme j'avais aussi pas mal de rapports avec des choses de l'art et tout, je voyais de plus en plus d'artistes disant ce que je fais, c'est politique. Et aussi tout un climat, oui, comme ça, esthétique, saluant dans l'art une force politique. Au point que j'ai fini par me dire, mais quelque chose là quand même ne va pas. Enfin, bon, moi je pensais comme ça, si vous voulez. Et en même temps, parallèlement, le mot de communauté s'est mis très vite à souffrir beaucoup aussi. Parce que alors là, je crois que s'il y avait bataille, il y avait bailli, moi j'avais repris le mot, mais personne ne voulait entendre ce mot. Et même mes plus proches amis. Même Granel, dans mon souvenir, n'a pas tellement discuté, ou pas du tout, sur le mot de communauté. Derrida n'aimait pas ça du tout. La Coulabarte était très hostile. Justement parce que ce mot paraissait à un certain beaucoup trop porteur. Voilà, une idéologie spiritualisante, avec quelque chose comme là, les premières communautés chrétiennes à l'horizon. Donc j'étais mal avec communauté. Mais ça aussi, ça m'a forcé à me rendre compte qu'il fallait traiter la question de l'être en commun pour elle-même. Donc j'ai plutôt dit être en commun, être avec toutes ces choses-là. Ce qui clarifiait la question du mot communauté et celle du mot communisme, si vous voulez. Mais ce qui ne faisait qu'aggraver l'écart entre politique et... Oui, parce qu'il y a un endroit où c'est assez simple aussi on peut parler de la communauté française, de la communauté européenne. Alors, aujourd'hui, on parle des communautés, de communautarisme. Mais, justement, en fait, l'idée d'une politique supra- ou transcommunautaire, c'est aussi l'idée d'une super communauté. Et le mot communauté, vous savez, en même temps que toute cette histoire, mais bien avant, il avait pris place où? Dans les affaires européennes. Il avait commencé comme communauté européenne du charbon et de l'acier. Sauf que justement, charbon et acier, comme pour faire une communauté, c'est... Voilà, si vous voulez, la trajectoire. D'autres questions? Oui. Ouais, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais le mot égalité n'est jamais apparu dans... Voilà. Moi, je lis un peu Rancière, et du coup, alors là, par contre, c'est le cœur plutôt de son propos. Et voilà, et donc j'aimerais savoir un peu ce que vous avez à me dire là-dessus. Je ne sais pas comment formuler la question. Mais... Non, mais alors là, je l'entends très bien. C'est même pas, il n'y avait qu'à dire égalité. J'aurais tout compris. Oui, je sais. Mais, oui, bien sûr. Mais si vous voulez, moi, je suis entièrement d'accord avec Rancière dans l'affirmation de l'égalité, par exemple, tout ce que Rancière a dit et écrit contre la haine de la démocratie. Tout ça, je suis absolument d'accord. Simplement, là où c'est même pas que je diverge, c'est où, pour moi, ça passe à une autre vitesse, je sais pas, ou un autre étage, c'est que je vois pas comment ne pas se poser la question de quoi l'égalité est faite. Je suis absolument d'accord qu'on commence par affirmer l'égalité comme un droit égal de tous à exercer le pouvoir. Bon. Après, évidemment, assez vite apparaissent quand même des questions, mais disons des questions pratiques ou techniques, ça c'est une chose. Mais je pense que Rancière lui-même ne peut pas ne pas reconnaître. D'ailleurs, je crois en fait qu'il reconnaît un peu, mais parce que Rancière, lui, il me dit toujours, non mais ça c'est tes grands problèmes métaphysiques, rien à faire avec ça, je m'en méfie beaucoup et tout. Je lui dis, oui d'accord, méfie-toi, c'est très bien. Je comprends aussi très bien la méfiance, mais il s'agit quand même là de creuser le concept. Donc l'égalité
comme égalité de droit à venir, non seulement prendre la parole, mais prendre aussi le pouvoir. Hein. Mais elle renvoie à quoi, cette égalité? Si je lui donne tout de suite, comme, comment dire, comme soubassement, une égalité directement ontologique, est-ce que je ne risque pas d'être dans cet énorme problème qui est, je crois, qui est justement l'un des grands problèmes posés par la naissance de la démocratie moderne, qui est que l'affirmation de l'égalité de droit de tous, qui en principe a aussi une affirmation, une portée ontologique, c'est-à-dire c'est l'être de tous les hommes, et bon, d'accord. Et cet être, c'est quoi? Égalité de droit. Les droits sont quoi? Égalité même dans la possibilité d'exercer le pouvoir, oui, comment et pourquoi. Donc je crois qu'au contraire, là, il y a beaucoup de phénomènes, de réalités de la société actuelle qui montrent que nous sommes, je dirais, dans un très grave défaut dans la pensée de l'égalité. Moi, je vous dis ce qui me vient le plus naturellement à la pensée, c'est l'égalité scolaire, dont surtout un pays comme la France a fait une ligne de conduite depuis très longtemps, une ligne de conduite républicaine, capitale. Et Dieu sait si là, je parle par rapport à des choses dans lesquelles j'ai milité toute ma vie, non, avant même d'étudier, même au lycée, puis après comme étudiant et tout. Et à la fin, je me rends compte qu'il y a un problème. Si l'égalité scolaire veut dire que, dans un premier temps, on a voulu admettre tous au banquet de la grande culture traditionnelle qui charpentait le système français, ça a échoué. Mais pourquoi? Parce que ce système était lui-même déjà en train de devenir caduc, parce qu'il n'était plus le système convenant à la formation des gens dans une société moderne, développée, industrialisée, etc. Alors, ça, d'une part. Et d'autre part, la question aujourd'hui posée, à la limite, on pourrait dire, elle serait tendanciellement moins celle de l'égalité des chances de participer à un certain savoir minimal. Alors, disons, balance toute la grande culture. Bon, oui, mais c'est qu'en fait, on ne sait même pas quel savoir est à répartir également entre tous les citoyens d'un pays tel qu'est un pays comme le nôtre aujourd'hui. On ne sait même pas. On ne sait même pas quels sont les savoirs, bon, d'une part. Et d'autre part, ce qu'on sait encore moins, c'est ce que nous ne pouvons pas nous représenter autrement que comme le trésor de cette vieille culture qui est maintenant fichue, ou qui n'est plus réservée que... Alors, en effet, un petit nombre d'élites qui se distinguent de plus en plus clairement entre les formations dès le secondaire, puis dans le supérieur encore plus. Bon. Donc la question de l'égalité scolaire en tant que question d'égalité quantitative, elle est déjà en elle-même extrêmement difficile parce qu'on ne sait même pas quelle est la quantité, le bloc de savoir qu'il faudrait répartir également. Mais au-delà de ça, on sait encore moins ce que veut dire l'égalité du rapport à l'art, à la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et aujourd'hui, prenez un phénomène comme celui des grandes expositions. Je sais pas, je suppose que vous avez entendu comme moi, je ne sais pas combien de fois, des gens j'allais dire qui crachent, non, mais des gens qui parlent mal de l'immense fréquentation de certaines expositions, de plus en plus d'expositions. C'est-à-dire que le premier réflexe
de beaucoup de très bons républicains démocrates, quand ils voient des queues énormes et qu'ils voient qu'une exposition comme celle, je sais pas, la Mélancolie, les Monumenta, est prolongée, est ouverte toute la nuit, ils disent oh, c'est lamentable, les gens consomment, ils viennent et ils consomment. Je trouve ça un peu effrayant. Ça, d'ailleurs, je pense que j'ai aussi assez proche de certains passages de Rancière que j'aime beaucoup quand Rancière dit qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Excusez-moi, il l'écrit pas, peut-être pas avec ce mot, mais enfin, c'est ça l'idée quand même, c'est vrai. Le mépris pour civilisation de l'image, et tout, etc. Bon. Mais qu'est-ce que ça traduit, ça? Je ne dis pas pour autant que c'est tout bien comme ça, que les gens aillent en masse, encore en masse. C'est pas les masses qui vont à ces expositions, on doit s'entendre. Mais bon, je ne dis pas qu'il faut tout simplement bénir ça, tout ce qui se passe et qui en effet a beaucoup de caractère, de phénomènes de consommation et de massification, etc. Mais que je voudrais quand même savoir à partir d'où on peut décider que les gens sont simplement assez crétins pour aller voir Manet, puis après Monet, puis après Cézanne, puis après Matisse, et puis bon, et tout ça parce que ça se consomme, parce que ça fait bien. Ou est-ce qu'il n'y a pas un désir de quelque chose qui quand même se communique là? Bon, alors je ne vais pas prolonger trop là-dedans, mais je veux dire, là-dedans, il y a peut-être quelque chose qui, par exemple, ne relève plus vraiment d'une politique culturelle. Mais qui relève de quoi, alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dis pas... Je prône pas pour autant que de couper les moyens de la politique culturelle, mais quelquefois, on peut avoir l'impression que certains aspects de la politique culturelle, qui a été, après avoir été une affaire gaulienne et de Malraux, comme on sait, qui est une grande affaire de gauche, qui a certains aspects au moins de ça, qui reviennent justement au fond, à une égalité de distribution de biens communs, et donc à une sorte de banalité. Ce côté-là est vrai. Mais alors, de notre côté, comment penser l'égalité comme une égalité qui ne soit pas... Bon, là, moi, j'aime bien prendre le mot de Marx comme pivot, qui ne soit pas l'équivalence. L'équivalence générale, c'est l'interchangeabilité de tout, et nous savons bien que c'est aussi l'équivalence de nos propres personnes, de nos forces de travail et tout. Au fond, tout ce discours n'est pas si vieux que ça, il est toujours d'actualité. Bon. La vraie égalité, je pense que c'est une égalité qui arrive à prendre en charge quelque chose de l'ordre d'une inéquivalence. C'est-à-dire que tout ne vaut pas tout. Tout n'est pas échangeable, tout n'est pas... Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se manipule? Je ne sais pas. C'est pour ça, par exemple, que je suis aussi pas d'accord avec Rancière, puisque vous vous référez à lui, je ne suis pas d'accord avec Rancière, pour simplement se contenter de dire qu'il y a différentes époques de l'art, voilà, et qu'à chaque époque, ce sont d'autres modes et d'autres façons de, comme il dit, de partager le sensible. Parce que ça ne fait pas droit à quelque chose dans l'art, dans toutes les pratiques artistiques, à quelque chose qui est de l'ordre de l'inéquivalence, qui est de l'ordre de la différence entre... Voilà, peut-être que vous allez trouver que ça ne va pas du tout, mais comme voilà, du chef-d'œuvre et du pas chef-d'œuvre. Ça existe ou ça n'existe pas, cette chose-là. Voilà. Ça existe ou pas qu'une fois il y a un Beethoven, une fois il y a un Berg, une fois il y a un Berlioz, enfin, bon, la musique. Ouais. Une fois il y a un Cézanne, une fois il y a un Rothko. Oui ou non? Il se passe quelque chose. Là. Il se passe quelque chose justement qui n'est pas du tout égalitaire.
ça n'a même aucun sens de le penser sur ce registre-là, mais qui n'est pas non plus inégalitaire, qui est peut-être, donc c'est pour ça que je le dis pauvrement, hein, j'avoue, je dis c'est inéquivalent. Bon, j'arrête, sinon je... D'autres questions? C'est l'heure. On a envie de te poser une question sur l'initialité de la liberté, qui est quand même, enfin, pour tirer les choses vers le point central de tous les réseaux de questions que tu nous as présentés. L'initialité de la liberté. Donc, tu peux phraser un peu? Tu as dans l'expérience de la liberté, dans des textes après, tu nous as expliqué qu'il fallait repenser totalement la liberté en reconnaissant l'initialité de la liberté. C'est là-dessus, enfin, de l'égalité, je passe. Oui, oui. Pour penser ce bivium entre un appel du politique, mais pas le tout politique, etc. C'est dans ce sens-là, pour conclure, que je voudrais te tirer. D'accord, d'accord. Oui, oui, mais l'initialité de la liberté, ça veut dire que la liberté n'est pas seulement, ni même peut-être pas initialement, ou alors qu'il y a deux co-initialités, n'est pas seulement la liberté comme droit donné, je dirais même pas octroyé, mais donné de nature. Et ça renvoie à toute la question justement de sorte de naturalité donnée, de tout l'ensemble des droits d'homme et de l'égalité avec, qui est la liberté de faire ce qu'on veut. Bon, et on sait bien qu'avec ça, de toute façon, on renvoie à un côté de toute une tradition philosophique moderne qui est la tradition dont l'ancien nom, c'est le libre arbitre, la possibilité, voilà, de décider comme tradition qui a elle-même, en son sein, connu suffisamment de difficultés internes pour se rendre compte que à cette tradition, de cette tradition s'en distingue une autre dont je dirais Spinoza est peut-être la figure la plus visible, la plus remarquable, mais de Spinoza, ensuite chez Marx ou chez Nietzsche, et ensuite, et en passant dire par Schelling, il ne faut pas l'oublier là-dedans, en allant jusque chez Heidegger, mais je ne vais pas faire là toute une histoire. Je me contenterai de prendre, disons, le modèle de Spinoza comme contre-épreuve. Vous savez que Spinoza dit que nul n'est libre sinon Dieu. Mais Dieu, la liberté de Dieu ne veut pas dire autre chose que la liberté de la nature, puisque Spinoza appelle Dieu aussi bien la nature, Deus sive natura. Et cette liberté veut dire simplement que la totalité de ce qui est ne répond à aucune autre loi que sa loi propre, que sa loi d'être. Bon. Et que l'homme individuellement n'est pas libre par rapport à cela. Il ne décide rien par lui-même. Sa vraie, disons même pas sa vraie liberté, mais le sens de son être, c'est de reconnaître la nécessité de la totalité comme la liberté de Dieu ou du tout dans laquelle lui rentre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout le contraire de ce comme quoi ça apparaît au premier abord comme une sorte de façon de se soumettre au destin. Ouais, non, c'est pas du tout quelque chose du genre, disons, de la reconnaissance stoïcienne de la nécessité. Non, c'est plutôt ceci que, en m'efforçant de me comprendre, de me reconnaître, de me penser comme partie de la totalité, je me mets moi-même
en quelque sorte à la place de Dieu, si vous voulez. C'est-à-dire que chacun peut, en ce sens, être le lieu du commencement de l'initialité de quoi? D'un sens. Et ça, c'est en effet, je crois, l'enjeu, c'est l'enjeu final, je dirais presque complet, majeur, de être en commun. C'est-à-dire que chacun soit le commencement d'un sens, cette ouverture et cette circulation, si on veut, de tous les sens, constituant elle-même le sens. À ce point-là, d'ailleurs, je serais prêt à dire que je ne sais même pas si le mot de liberté est encore le bon mot. Tu veux, parce qu'il l'a employé longtemps. Oui, je l'ai employé longtemps, mais parce que je voulais le reprendre aux libéraux, si tu veux. Mais c'était il y a très longtemps et je ne me rendais pas compte à quel point... Bon, par exemple, tu vois, c'est une autre des disputes que j'évoquais en répondant tout à l'heure à monsieur, par exemple, Derrida me disait, mais t'es confus, la liberté, quand même. Tu te rends compte? Je disais, mais tu te rends compte, tu es en train de prendre un mot à la réaction. Je disais, mais oui, justement, allons-y, essayons. Bon, donc, vous voyez, encore aujourd'hui, je dis, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est le... Bon, je dirais tout simplement le sens de ceci que chacun est un commencement, une ouverture, une initialité de sens. Et en plus, et là ça devient aussi plus difficile, mais nécessaire, je crois, c'est pas seulement chaque être humain, c'est chaque être, tout court. Je n'hésiterai pas à dire animal, végétal et minéral. Je voulais ajouter des choses que j'ai oubliées. Tu deviens très spinozien. Ah oui, ça, je crois que j'ai jamais été savant en Spinoza, pas du tout, jamais bien. Mais oui, je suis de plus en plus, c'est vrai, comment dire, requis par la force de cet aspect-là de Spinoza. Ce qui n'empêche pas qu'il reste toujours très, très difficile à lire, à comprendre. Mais je crois même que le fait que Spinoza apparaisse comme une sorte d'astre errant, comme ça, d'exception dans l'histoire de la philosophie classique, il faut bien, je dirais, jusqu'à certaines limites, il faut bien en rendre compte. Il faut bien, comme dit l'autre, après, comme Leibniz, il faut bien un principe de raison suffisante. Quelle est la raison suffisante de Spinoza? Mais moi, je suis tenté de penser la raison suffisante de Spinoza, c'est justement le fait que, au milieu de tout le reste de la pensée, du libre arbitre, de l'initiative humaine, de la domination de la nature, etc., il fallait affirmer autre chose. Et Spinoza est l'expression de cette sorte de nécessité. Et c'est pas par hasard si pas mal de marxistes contemporains se sont reconnus dans Spinoza, où on fait des versions marxistes de Spinoza, ce qui suppose aussi beaucoup de transformations, évidemment, de toute, comme on dit, une vulgate marxiste. Mais parce que je crois, en effet, que Marx, tout à fait mêlé à la protestation pour l'égalité et la justice, qui est quand même le moteur de Marx, il y a aussi la pensée d'une corrélation de tout, et d'ailleurs de la nature et de l'histoire, de l'homme se faisant et de l'homme transformant la nature. Bon, en même temps, peut-être évidemment, Marx ne pouvait pas deviner un certain nombre des problèmes que la technique nous pose aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est
pas étonnant comme qu'on puisse se retrouver en Marx avec Spinoza. Et en même temps, nous sommes aussi déjà longtemps après. Voilà. Bon, mais je vous remercie beaucoup. On remercie tous Jean-Luc de cette très belle conférence et de cette discussion. D'accord. Merci à vous. Merci à vous.